Pourquoi est-ce qu'on a lancé cette présentation? Donc, pour plusieurs choses. C'est d'abord parce qu'à chaque fois qu'on parlait de l'agence Hiro et des neurosciences et des organisations, on nous a toujours dit que c'est super intéressant. Et le sujet est cool, mais comment, quoi, et beaucoup de questions qui sont arrivées. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite présentation sur le sujet. Et la seconde raison, c'est parce que toutes ces recherches ont été faites à cheval entre théorie et pratique lors de missions, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est l'occasion aussi d'inviter tous les experts qui sont derrière l'écran à ce moment-là pour avoir votre avis, pour avoir vos ressentis. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait pas du sens? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que c'est pas nouveau? Est-ce que c'est des concepts que vous connaissiez ou pas? Donc, ça nous permettait vraiment d'avoir ce moment d'échange. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire vos retours et à vos questions, et puis on y répondra après. Donc l'agence Hiro, en fait, en fait, je me suis pas levé un matin en disant je vais créer l'agence Hiro et je vais traiter de ce sujet-là. En fait, c'est vraiment le résultat d'un parcours individuel et collectif sur plein de questions. Moi, pour ma part, je viens des biotechnologies donc, et de la génétique. Puis après, j'ai fait master en neurosciences cognitives et comportementales. Et après, j'étais artiste chorégraphique. Donc, j'étais danseur pendant quelques années au sein d'une compagnie. Donc, du coup, les sources et les fonds de l'agence Hiro, en fait, commencent dans une compagnie qui s'appelait la compagnie AED, qui avait été créée sur Orléans, parce qu'on est basé sur Orléans, et qui était en fait une compagnie de danse. Et notamment, le rapport était de travailler sur le rapport entre danse et audiovisuel. J'étais fan de cinéma et j'ai trouvé super intéressant de travailler notamment sur les mouvements de caméra pour accompagner les mouvements et autres. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est avec des illustrateurs, on a fait des bandes dessinées, on faisait du graphisme, on travaillait sur les arts numériques, et puis on a conçu pas mal d'événements. Et donc, du coup, pendant toute cette époque-là, donc c'était en 3 ans, la compagnie est devenue un véritable laboratoire créatif et artistique sur plein de sujets. Et aujourd'hui, quand on parle des arts en organisation, en entreprise, ou quel peut être l'apport des arts, donc souvent on se focalise beaucoup sur tout ce qui est principe de créatif, comment voir les choses différemment, autre chose, ok. Quand on parle d'art du spectacle, que ce soit théâtre ou danse, souvent on peut dire que ça peut servir pour effectivement les relations interpersonnelles, pour pouvoir analyser encore autre chose, mais de façon globale, le grand apport des arts pour les entreprises, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit, c'est surtout au niveau de la transversalité. Donc, du coup, comment croiser les disciplines entre elles. C'est naturel pour un artiste, pour quelqu'un qui fait des beaux-arts, d'aller essayer de voir un musicien. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour réfléchir et créer quelque chose de nouveau. Mais en entreprise, c'est un peu moins courant de voir quelqu'un de la compta qui va le taper à la porte du designer en disant hey, on peut bosser ensemble. Donc, en fait, le travail des arts était vraiment axé sur ce croisement en fait, des disciplines. Et c'est assez important de le mettre en place au sein des organisations de plus en plus. Et du coup, on a fait un projet qui s'appelle l'Imaginarium, qui, pour ceux qui sont au courant, c'est une sorte un blog, en fait, un mood board qui est sorti, qui permet justement aussi de mettre des éléments qui sont de disciplines différentes, en fait, mais de les mettre au sein d'une même page pour que les gens puissent faire des liens et apprendre justement à connecter et essayer de voir une logique, en fait, entre les choses. Donc, ça. Imaginarium, vous pouvez aller on vous donnera les liens, ou Nina vous mettra le lien dans le chat si ça vous intéresse pour vous abonner. Ça ressort toutes les 2 semaines. Et c'est le but, voilà, c'est de créer une sorte de structure pour vous aider, pour vous accompagner dans l'imagination, pour vous donner des informations sur des nouvelles applications, plein de choses. Ouais. Donc c'est un des projets qui est né dans la compagnie AED en fait et qui vit aujourd'hui dans l'agence Hiro, et que c'est un projet qu'on ne peut pas faire sans un collectif qu'on a monté derrière d'artistes, d'auteurs, d'architectes en fait qui à chaque édition assemble un imaginarium et vous ses idées, ses recherches, ses trouvailles. Donc tout ça, c'était à l'époque de la compagnie AED, mais au final, le cœur de la compagnie AED, c'est le rapport à la pédagogie. Beaucoup enseigné la danse, beaucoup enseigné l'audiovisuel, le travail de graphisme sur les esthétiques. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que moi, je viens des cultures urbaines, donc du hip-hop. Et il y a un pan qui est jamais développé, effectivement, quand on parle de hip-hop pour la créativité, on parle hip-hop pour effectivement les populations de banlieue, c'est super. Mais en fait, le vrai pouvoir du hip-hop et qui est extrait qui est extrait en fait du jazz à l'époque, c'est que le hip-hop et les cultures urbaines apprennent à développer ce qu'on appelle l'apprentissage autonome, être autodidacte, puisque ce sont des disciplines qui à l'origine, en fait, maintenant, mais à l'origine, ça prend tout seul, ou au sein d'un groupe. Donc, on a l'apprentissage par pair. En anglais, c'est le peer learning, dont l'école 42 en a fait
son arme, effectivement. Il n'y a pas de professeur, on apprend juste en s'échangeant des idées, des concepts là-dessus. Et ça, c'est né dans ces cultures-là. Et le troisième pan qui est important, notamment le travail autour de l'improvisation. L'improvisation c'est un process qui est au cœur de la créativité en termes de neurosciences et de sciences cognitives, mais aujourd'hui, dans les organisations, on se permet de moins en moins d'improviser. Tout doit être cadré, tout doit être charté, tout doit être vraiment spécifié, et l'improvisation fait peur. En fait, finalement, on se rend compte que réapprendre à improviser peut permettre aux organisations de devenir beaucoup plus adaptables. Et tout le travail qu'on a fait au sein de la pédagogie, qu'on fait encore actuellement, justement sur le plan comment se servir des arts pour apprendre ça, il est vraiment axé là-dessus. Comment devenir autodidacte, comment l'apprentissage autonome, comment apprendre au sein d'un collectif et pas individuel. Donc, en fait, finalement, l'agence Siro nous a permis d'écrire pas mal d'essais sur plein de sujets, notamment sur les sujets de création, d'interaction, d'innovation, de communication, de perception et d'apprentissage. En fait, quand on travaille dans les arts vivants ou dans l'événementiel, on doit se poser toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'on crée? Comment on veut que la personne interagisse avec ce qu'on a créé? C'est pareil pour un produit ou un service d'ailleurs. Comment est-ce qu'on innove? Comment est-ce qu'on va faire quelque chose de différent? Mais après aussi, comment est-ce qu'on communique dessus? Et comment ça va être perçu? Et aussi après, comment est-ce qu'on éduque? Comment est-ce qu'on permet aux différentes personnes d'apprendre en fait au fur et à mesure avec nous, d'apprendre notre marque, d'apprendre à utiliser notre produit, notre service. On s'est posé toutes ces questions-là. Et moi, personnellement, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre parce que peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, j'étais serveur, j'ai été vendeur, j'ai travaillé en magasin technique, j'ai été professeur. Et à chaque fois, j'avais toujours l'impression que c'était quelque chose qui revenait. Il y avait quelque chose qui était à peu près similaire. Et donc, je suis revenu à la base de mes études, en fait, qui était le cerveau humain. Puisqu'en fait, le point commun de tout ça, en fait, toutes ces fonctions sont générées par notre cerveau. Donc, en fait, s'il y a une réponse à trouver, elle doit se retrouver à ce niveau-là. Et les recherches étaient, existe-t-il une fonction cognitive globale? Est-ce qu'il existe quelque part une sorte d'algorithme universel qui permet de faire tourner tout le système? Et il y a plein de théories en neurosciences qui existent, qui s'appellent la théorie des schémas, la théorie des formes, en fait, qui vont dans ce sens-là. Et j'ai commencé à fouiller pour savoir ce qu'on pouvait trouver. Et notamment, je suis allé reprendre une logique qui était à peu près une biologique qu'on appelle la logique de la cellule souche. Alors, pour ceux qui connaissent pas, la cellule souche est une cellule qui est dite indifférenciée, donc qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de forme, elle a juste une base de code ADN. Et lorsqu'elle va se retrouver dans un environnement spécifique, ben là, elle va se spécifier. Elle va devenir une cellule de poumon, une cellule du muscle, une cellule de foie, une cellule du cœur, effectivement un neurone ou une grille. Et la réponse à la question, c'est pourquoi est-ce qu'on dit 72 milliards de cellules? Alors, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver que les neurones, on a 86 milliards. Mais en fait, le cerveau n'est pas réduit juste aux neurones. Il est réduit à deux types de cellules, le neurone et des cellules, ce qu'on appelle les cellules gliales, les astrocytes notamment, en partie, qui permettent effectivement de travailler que finalement, on a 72 000 soirs. C'est énorme, c'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles. Enfin, c'est voilà, beaucoup de cellules et tout ça pour générer une personnalité. Et du coup, la réflexion était la même, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de fonction cognitive souche? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de fonction globale qui, au fur et à mesure de l'évolution d'être cellulaire à pluricellulaire de l'individu, bah, finalement, c'est différencié dans des fonctions qu'on appelle perception, action, langage, apprentissage, création. Est-ce que finalement, tout ça ne sont pas juste une sous-fonction d'une sorte d'une fonction globale? Et dont la fonction serait de l'adaptation en temps réel avec l'environnement par un cumul d'expériences. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, c'est ça, l'individu, un être humain, tous les systèmes, l'intégralité de l'organisme vivant, en fait, pousse l'individu à ça, à avoir tous les outils, les armes pour pouvoir s'adapter en temps réel avec ces environnements qui changent tout le temps. Et pour ça, on a un système de stockage, donc du coup, un système de stockage d'expérience. Il faut savoir que le cerveau, en fait, ne stocke que de l'expérience. Vous n'avez pas un disque dur quelque part, c'est juste de l'expérience et il s'en sert comme base. Et donc, on a travaillé sur ce qu'on a travaillé, on a réfléchi et on est arrivé sur une sorte de système de base, une sorte de framework qu'on appelle aujourd'hui l'approche globale, qui s'appelle l'approche Hiro, qui en fait réunit dans un seul et même système toutes les fonctions possibles, imaginables qu'on peut utiliser. Donc, génération de problèmes, innovation, conception, stratégie, apprentissage, communication, UX, management, et j'en passe. Mais l'idée était celle-là,
Et là, je le vois quand j'enseigne dans des écoles, on me enseigne sur des neurosciences appliquées à la communication ou des neurosciences appliquées à l'UX. Mais en fait, c'est la même chose. Qu'on parle de communication ou qu'on parle que du UX, en fait, les concepts de base sont les mêmes. Encore une fois, qu'on parle d'innovation ou de conception, c'est pareil. C'est l'apprentissage et l'adaptation. En fait, pour pouvoir s'adapter, il faut savoir apprendre. Et en fait, tout ça, et en termes de management, en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est que finalement, en fait, lorsqu'on travaille, c'est une des recherches qu'on fait avec Marie, c'est-à-dire que lorsqu'on prend cette espèce d'approche globale, ben, en fait, finalement, on peut en sortir des grands pans de personnalité. Donc, un manager pourrait avoir cette espèce d'approche en disant, voilà, moi, j'ai mon collaborateur, mon équipier qui est bon là, dans cette partie-là, et donc, du coup, on peut commencer à travailler. Finalement, c'était exactement ce qu'on se posait. Et puis après, on a posé la question, mais finalement, en fait, est-ce que c'est pas une approche globale des intelligences qu'on est en train de créer? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, l'intelligence, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain? Est-ce que l'intelligence, c'est pas quelque chose qui est propre à la nature? Puisqu'en fait, ce système-là, il marche aussi dans les bactéries. Les bactéries ont un système qui permet de récupérer l'information de l'environnement et adapter et créer une action et se déplacer là-dedans. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de travailler sur une sorte d'approche vraiment globale au niveau des individus? Et ce qui est assez intéressant dans cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on parle en supply chain, c'est-à-dire que cette espèce d'algorithme, cette espèce de fonction, d'approche, où on peut l'appeler un peu comme on veut, en fait, c'est à peu près le moyen que le cerveau a pour récupérer une information de l'environnement et l'amener dans un endroit. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, euh, là, vous avez un système de stockage qui ressemble à des réseaux de neurones, enfin, qui sont d'ailleurs des réseaux de neurones, et qui servent en fait de base pour tout le système. Donc, c'est-à-dire que là, vous basez, ça peut être comme si vous avez un algorithme en fait qui se base sur des variables pour aussi écrire écrire les informations dans le même système. Et donc, du coup, vous avez une base qui s'appelle le génome. Donc, le génome, donc, c'est notre ADN. L'ADN, c'est le code qui est responsable de notre trait physiologique. Et par physiologie, on va parler de corps. Donc, du coup, par corps, on va parler d'expérience, parce que du coup, c'est notre physiologie qui nous permet d'interagir. Donc, on va cumuler des expériences. Et sur ce cumul d'expériences, ça va permettre de caractériser ce qu'on appelle un connectome. Donc, le connectome, c'est le code qui est responsable de notre trait psychologique. Et donc, du coup, on se base sur l'un pour créer sur l'autre. Mais comme on évolue dans des environnements qui sont différents, nos retours d'expérience, nos expériences sont différentes, en fait, finalement, on se rend compte que cette espèce d'approche permet, qui est globale en fait, mais permet une hyper spécification des intelligences. Et c'est pour ça que nous, on aime bien travailler en agence sur le concept d'intelligence différenciée, qui ne va pas à l'inverse des intelligences multiples, au contraire, mais c'est juste que on part du principe, finalement, une intelligence à la base, elle est non spécifique, elle est voilà, et du coup, cette espèce d'algorithme en fait permet de la spécifier et de créer un individu qui va être différent, une sorte de singularité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le connectome, en fait, on parle d'ADN cognitif, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en finalement, le code neural, la configuration de nos réseaux de neurones au sein du cerveau sont complètement différents d'un individu à l'autre. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on réfléchit de façon différente, on pense de façon différente, on a une couche de traitement d'information, d'abstraction qui est différente de mon voisin ou ma voisine. Donc on s'est dit, ok, c'est super cool. Donc maintenant, on sait que chaque individu est différent, on sait pourquoi, on sait effectivement, on comprend mieux pourquoi est-ce que les personnes ne comprennent pas forcément quand on parle, parce que pour nous c'est logique, mais c'est pas forcément logique pour la personne. Donc on s'est dit, voilà, justement, dans une entreprise, quand on est dans une situation où on doit échanger de l'information, comment ça se passe? Comment on fait pour hop, désolé. Comment on fait pour pouvoir créer ces échanges et faire émerger une intelligence collective? Enfin, même pas émerger, puisque nous, on part du principe qu'une intelligence collective, elle est naturelle. En fait, vous mettez 3 personnes dans une salle qui discutent, vous avez une intelligence collective qui émerge naturellement. C'est juste de l'échange d'informations entre différentes unités. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire, puisque le langage ne fonctionne pas, puisqu'en entreprise, quand les gens ne se comprennent pas, c'est juste une question de langage, c'est pas une question de concept. Alors, on s'est dit, on est retourné encore sur les neurosciences, on s'est dit comment fonctionne le cerveau. En fait, le cerveau, c'est une machine qu'on dit associative, combinatoire et anticipative. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait qu'associer associer et combiner des éléments entre eux. Donc, il analyse le monde comme un gigantesque puzzle et il les lie dans une relation de cause à effet. Le fameux donc. Donc c'est ça, donc c'est ça, donc c'est ça. Ce qui est à la base d'une logique, en fait. Et donc, on a créé un outil qui s'appelle
qui est un outil qui permet de cartographier les relations de cause à effet pour faire comprendre les logiques individuelles. Parce qu'on s'est dit que finalement, lorsque vous mettez une personne de l'ingénierie dans une salle qui vous demande de discuter avec les ressources humaines, bah bien souvent, en fait, ils parlent avec les mêmes concepts, ils manipulent les mêmes concepts, sauf que la traduction en termes de champ sémantique est complètement différente. Et donc, du coup, les gens, ils ont l'illusion de ne pas se comprendre parce qu'ils utilisent des mots qui sont différents ou les mots n'ont pas la même réponse parce qu'ils ne sont pas liés à leur expérience. Et donc, du coup, finalement, ils ne se comprennent pas. Donc, on s'est dit que si on réussit à réduire ça à juste des liens de cause à effet avec des éléments sur une carte, ben, du coup, on peut avoir visuellement quelque chose sur une table. Ah oui, donc du coup, toi, tu dis ça, puis ça, puis ça. Donc, c'est égal à ça. Ah, ok, d'accord, maintenant je comprends. Je ne suis pas forcément d'accord, certes, mais au moins je comprends. Aujourd'hui, le problème, c'est que dans la tête d'une personne, c'est A plus B est égal à D, et la personne, dans sa phrase, va dire A est égal à D. Et la personne en face, c'est normal, va dire bah non, je ne comprends pas, ou je ne suis pas d'accord avec toi, il manque des étapes. Ah, mais non, mais j'avais pensé à ça. Et aujourd'hui, cette architecture de pensée, donc on l'a développée, on a fait en sorte en fait qu'elle jumelle en fait toutes les étapes de l'approche héros. Donc, en fait, on a plein de formes de cartes aujourd'hui qui permettent de faire des cartes d'observation, des cartes d'identité, des cartes de même, des cartes de stratégie et de parcours utilisateur. Donc en fait, on l'utilise pour plein de choses et du coup, ce qui nous permet d'avoir en fait au sein de lorsqu'on donne un workshop, en fait, d'avoir une seule méthodologie, un seul outil et donc du coup, on permet déjà de commencer à casser les silos pour que les gens puissent un peu mieux se comprendre puisque du coup, ils utilisent les mêmes outils, les mêmes frameworks de pensée. Et puis après, on a continué à réfléchir et puis on s'est posé la question, mais en fait, ça c'est cool, on travaille à l'échelle de 3 personnes, mais en fait, une organisation à plus grande échelle, qu'est-ce que c'est? Et là encore, on est revenu à la base, pour nous, qui n'a l'habitude des neurosciences. Et en fait, ce qu'on appelle un organisme, c'est une structure biologique qui va récupérer des informations, donc matérielles ou immatérielles de l'environnement, va faire tout un système de traitement d'informations à travers d'autres structures fonctionnelles pour générer une action. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est en entreprise, l'information matérielle ou immatérielle, ben, en fait, on va faire l'inverse, on va commencer par l'action. En fait, l'action d'une entreprise, c'est le produit ou le service que vous allez vendre, qui soit interne, donc, effectivement, ou un service qui sort par d'une équipe qui est à destination de l'environnement, de l'organisme à lui-même, ou à l'extérieur, donc du coup à vos clients consommateurs. Donc l'action égale un produit ou un service. Maintenant, pour pouvoir créer ça, vous avez besoin d'informations de récupérer. Donc si votre produit, c'est que vous créez un produit, comme ça s'appelle, électronique, vous allez devoir récupérer des informations matérielles, donc du matériau brut que vous allez transformer en interne ou en externe, et de l'information immatérielle, qui est donc du coup souvent de l'expertise ou de l'information qui vient de l'extérieur. Et donc du coup, chaque information va passer à travers ce qu'on appelle une collection de structures fonctionnelles. Et c'est pour ça qu'on qualifie aujourd'hui, nous, un organisme comme une collection de structures fonctionnelles qui font un traitement de l'information fluide, optimisé et cohérent pour produire une solution quasi instantanée à des changements de l'environnement. Les termes importants ici sont, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Hop. Sont la collection. On parle de collection et pas d'assemblage, parce que lorsqu'on est collecteur, lorsqu'on collectionne quelque chose, en fait, bah, finalement, chaque élément est dans une ligne directrice, une cohérence globale. Donc, d'un traitement de l'information pour produire une solution quasi instantanée à des changements. Le challenge aujourd'hui, c'est le côté quasi instantané. Ça veut dire que dans les organisations de demain, ce qu'on voudrait, c'est que dès qu'il y a une information qui arrive de l'extérieur, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, en fait, le produit a changé et du coup a évolué et s'adapte parfaitement à la volonté. Parce que le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où vous sortez un produit ou un service, vous changez l'environnement dans lequel il vit, vous changez les attentions, vous changez les habitudes de vos utilisateurs et donc du coup, vous changez leur envie et leurs besoins. Donc, si vous sortez un produit ou un service qui reste figé dans le temps, ben, en fait, le produit va mourir. Et le travail, c'est justement d'avoir ces retours d'informations. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de conversation avec l'utilisateur aujourd'hui. C'est parce qu'on veut avoir des retours utilisateurs rapidement. On veut avoir du A/B testing, on veut avoir de la data, on veut avoir de la donnée pour savoir comment est-ce qu'on va faire évoluer notre produit assez rapidement. Et pour cela, le message, le traitement de l'information doit passer à travers ce qu'on appelle des structures fonctionnelles. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, on se rend compte que finalement, c'est une sorte de système de poupée russe. C'est un système fractalien. Nous avons des structures dans des structures, dans des structures, dans des structures, des organismes dans des organismes, ainsi de suite.
Une cellule est composée d'organites. Mais la cellule, elle, permet de composer un tissu. Le tissu permet de composer un organe. L'organe permet de composer un individu. L'individu permet de composer une équipe. L'équipe permet de composer peut-être une unité. Une unité permet de et ainsi de suite. En fait, on peut monter très 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 haut jusqu'aux planètes. En fait, on a un système qui est fractalien de structure dans les structures. Et ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle une organisation. Et il faut la réfléchir comme telle, comme un organisme vivant, comme une sorte de cerveau social. Et ce qui est assez rigolo, c'est que d'instinct, aujourd'hui, on parle de personne morale qui était à la base quelque chose qui est donné au niveau juridique. Mais mine de rien, ça a du sens, en fait. Puisque du coup, c'est là où l'être humain se base sur du génome pour créer un connectome. En fait, l'organisation se base sur le connectome, donc sur les neurosciences, sur les cerveaux individuels, sur les cerveaux singuliers, pour générer des expériences collectives qui, eux, vont faire la base avec ce qu'on appelle un sociome, enfin, ce qu'on pourrait appeler un sociome. Donc, ne cherchez pas sur Internet un sociome parce que je vous avoue que c'est un mot que j'ai sorti un peu à la volée en faisant cette présentation-là, mais il me paraissait plutôt rigolo. Il faisait surtout du lien avec les mots qui sont dessus. Mais en fait, on pourrait effectivement caractériser ça comme une sorte de. Mais ce qui est assez intéressant, puisque du coup, finalement, comme on sait que les connectomes sont différents, chaque individu est différent, donc du coup, la collection de ces individus va faire que notre différence va créer aussi une organisation différente. Donc, mine de rien, en fait, tout ce qu'on a appris en neurosciences, tout ce qui est fait, les bases neuronales de le traitement d'information, de la personnalité, en fait, peuvent s'appliquer à l'organisation. Et on pourrait même réfléchir à l'organisation, à une personnalité. Quelle est la personnalité de votre organisation? Ça, c'est des questions qu'il faudrait se poser. C'est surtout la fin, enfin, la conclusion de cette histoire, c'est que vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui s'est passé dans une organisation autre que la vôtre et essayer de l'appliquer tel quel dans la vôtre. Les systèmes sont différents, l'expérience est différente, l'histoire est différente. Donc, du coup, il va falloir adapter à chaque fois. Et aujourd'hui, trop souvent, on voit, je vois dans les travaux, dans les missions qu'on peut avoir, on nous dit, bah oui, ça a marché là-bas, on veut faire pareil chez nous. Mais c'est pas possible. On peut prendre une base, effectivement, mais il va falloir poser d'autres questions pour pouvoir l'adapter, la transformer et faire que finalement, elle va être adaptée à votre parce que votre organisation est singulière, elle est unique de par les fondateurs, mais aussi par les ressources qui sont internes et tout le temps. Et c'est le dernier point sur cette slide, c'est de dire que trop souvent, on parle beaucoup de centric organization, donc des organisations qui sont centrées sur l'humain. Nous, on est d'accord dans le sens où l'humain est la base de l'équipe, mais en fait, les organisations de demain vont devoir être centralisées sur le collectif, sur la mini-équipe. Les objectifs, les indicateurs, les reporting doivent être toujours, enfin, devraient être au niveau d'une équipe. Parce que si on centre sur l'humain, du coup, on individualise l'organisation et donc l'humain, on se dit, bah ok, donc c'est moi contre l'organisation. Alors que ce qu'on veut, c'est que d'avoir des personnes qui sont engagées dans l'organisation et donc du coup qui puissent travailler en termes de collectif. Donc du coup, ils doivent être dans le mouvement, ils doivent réfléchir à tout ce qui doit être fait doit être dans le bien de morale, parce qu'en retour, en fait, c'est un système symbiotique. En retour, si l'entreprise va bien, l'organisation va bien, et que les règles éthiques et morales sont en place, alors du coup, en retour, on va avoir aussi un développement de l'individu au sein de l'organisation. Donc, l'échelle, le point de référence d'une organisation ne va pas forcément dire qu'on dit que les organisations doivent être éco-centrées et pas forcément égo-centrées. Elles doivent être centrées sur les mini-écosystèmes et les équipes qui sont en interne. Et du coup, on s'est dit, en fait, on a trouvé, en fait, c'est assez marrant, puisqu'en fait, si on part du principe que chaque équipe d'une organisation, c'est un peu comme un organisme vivant, ça veut dire que chaque équipe peut être gérée par notre approche. Et donc, du coup, finalement, on réussit, que ce soit une équipe en comptable ou quoi que ce soit, en fait, tout le monde travaille sur une approche globale, sur une sorte d'algorithme général. Et aujourd'hui, cet algorithme, on l'appelle le mode projet, tout simplement. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je parlais de projet transverse, c'est-à-dire que finalement, on s'organise, les structures fonctionnelles sont organisées là où il y a des compétences, mais en fait, on projet global. C'est important quand on fait un projet, qui est une personne du marketing, une personne du design, une personne de l'ingénierie, pour avoir un regard complètement transverse et croisé des choses pour que le produit puisse sortir plus rapidement et surtout beaucoup plus complet rapidement. Et ça, c'est assez important. Le développement du mode projet transverse, en fait, c'est l'harmonisation des pratiques et des outils. C'est ce qui permet à une organisation, en fait, de casser les barrières. Ça veut dire qu'on dit que finalement, ok, d'accord, on a une sorte
une méthode de projet, de gestion de projet qui est globale et universelle. Mais comme elle se nourrit des expertises, en fait, finalement, le point d'entrée va être différent. Et donc, du coup, même si l'algorithme est le même, le point de sortie va être aussi complètement différent. Et donc, du coup, notre approche, finalement, aujourd'hui, on utilise beaucoup, on la met beaucoup en place en entreprise dans de la gestion de projet, méthodologie de gestion de projet. Et donc, du coup, en conclusion, lorsque vous êtes en conduite du changement, vous devez faire une réorganisation, une transformation, vous voulez un peu booster votre équipe, vous devez toujours réfléchir à 3 pans principaux. Le premier, c'est l'architecture fonctionnelle. Donc, la question à se poser, c'est OK, quelles sont les informations qui rentrent dans ma structure, donc mon équipe, mon unité, et qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois produire derrière. Et là, vous allez commencer à imaginer effectivement les différentes grandes fonctions que vous avez besoin. Donc, si c'est une grosse équipe, une grosse unité, vous allez réfléchir aux micro-équipes. Si vous avez une équipe, vous allez réfléchir aux individus, expertises, aux compétences dont vous avez besoin. En termes d'expertise, en termes de formation pour augmenter, on peut même réfléchir dans l'architecture fonctionnelle aux espaces de travail. Moi, j'aimerais que j'ai besoin de personnes plus créatives. Donc, du coup, je vais changer mon espace de travail pour pouvoir motiver la créativité des individus. Au-dessus de ça, vous allez devoir réfléchir à ce qu'on appelle un système d'information et de connaissances. Je parle des deux parce que ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre de stocker l'expérience de l'entreprise. C'est le système nerveux de votre équipe. C'est-à-dire que c'est les échanges d'informations, certes, mais ceci, c'est le stockage des connaissances collectives accumulées. Et si nous, on pense qu'il va y avoir une évolution des DSI, donc des directions des systèmes d'information, elle est là-dessus, entre les systèmes d'information et de connaissances. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information sont des grosses mosaïques, souvent d'applications parfois un peu archaïques qui ne discutent pas entre elles. Et si je prends l'analogie avec le cerveau humain, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne pas forcément bien. Et donc, du coup, vous avez quelqu'un qui est épileptique, aphasique, qui a des syndromes 10 et parfois un petit peu autiste. Donc, du coup, vous pouvez pas faire en sorte que votre entreprise puisse fonctionner là-dedans. Donc, il faut vraiment réfléchir sur tous ces systèmes-là qui permettent de fluidifier les échanges d'informations et surtout de faire en sorte que l'entreprise n'oublie pas. Et le dernier, c'est de mettre en place un mode de projet généralisé pour que tout le monde ait les mêmes bases de champs sémantiques, les mêmes méthodologies, les mêmes pratiques pour pouvoir plus facilement converser et échanger avec le reste. Et ces 3 points-là sont aujourd'hui le cœur de ce que nous on appelle l'architecture d'organisation au sein de l'agence Hero. Et donc, du coup, c'est les approches qu'on fait à chaque fois lorsqu'on commence un nouveau projet on pose souvent ces questions-là. C'est tout pour être sûr que l'intégralité de l'organisation va être cohérent et que ces échanges d'informations sont fluides. Et souvent, aujourd'hui, on entend beaucoup en conduite du changement. Donc, le premier truc à faire, c'est les pratiques managériales, ou c'est changer de recrutement, ou c'est changer l'identité et les valeurs, ou la marque employeur. Toutes ces questions sont secondaires. Les 3 questions que vous devez vous poser avant tout, c'est cela. Si, par exemple, votre système d'information et de connaissances n'est pas efficace, du coup, les personnes qui travaillent, de 1, ils ont trop d'informations, et le classique, trop d'informations, tue l'information, du coup, ils ne savent pas quoi faire. Et 2, ils n'ont pas l'information. On leur dit de faire quelque chose sans qu'ils aient eu l'information avant, du coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire. Et s'ils ne comprennent pas pourquoi, ça veut dire que l'organisation n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, ils sont désengagés. Et avant de réfléchir à toutes ces secondes questions qui sont management, il faut d'abord répondre à ces 3 questions. Architecture fonctionnelle, système d'information et mode de projet généralisé.